Bienvenue dans le débat de ce soir. Il y aura donc duel dimanche prochain entre Benoît Hamon et Manuel Valls, les deux finalistes sélectionnés à l'issue du premier tour de la primaire de la gauche. Le face-à-face de deux gauches irréconciliables, diront certains. Le choc de deux lignes politiques distinctes qui laissent présager un entre-deux tours orageux. Les pics ont déjà commencé à fuser, notamment dans le camp Valls. Alors, quelles leçons tirer de ce premier scrutin? Quelle chance par la suite pour chacun de se qualifier? Les chances apparaissent très serrées. La gauche est-elle, le Parti socialiste est-il condamné à l'implosion? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités de ce soir. Marie-Ève Malouine, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes journaliste politique, présidente de LCP, la chaîne parlementaire, auteur également de Seul en son palais. Pourquoi nos présidents s'enferment à l'Élysée aux éditions Stock? Frédéric Dabi en face de vous, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'IFOP. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Elsa Di Meo, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole de Manuel Valls, secrétaire national au Parti socialiste. En face de vous, Pascal Cherki. Bonsoir à vous. Vous êtes député de Paris, porte-parole de Benoît Hamon. On va d'abord peut-être regarder à nouveau ces résultats. 36,35% pour Benoît Hamon, 31,11% pour Manuel Valls. Ça fait quand même plus de 5 mois d'écart entre les deux candidats. 5 points de moins pour Manuel Valls, qui était quand même donné jusqu'ici favori de ce premier tour. On a entendu Elsa Di Meo, votre camp, hier soir, applaudir cette qualification. La déception, elle est quand même là, non ? Vous savez, on est rentré en campagne, et notamment Manuel Valls, en disant qu'il était challenger dans cette élection. Et ça a fait beaucoup rire. C'est vrai, notamment les commentateurs qui disaient « Oh, quand même, c'est le grand favori ». Nous ne le croyons pas depuis le début. Nous savons ce qu'est la situation qui est issue à la fois du quinquennat, mais aussi de la gauche depuis un certain nombre d'années. Ce qu'a pu être, ce que ont pu être, des interrogations et le besoin de clarification aujourd'hui à gauche. Donc nous sommes déterminés. Nous savons que le premier tour nécessitait de se qualifier, c'est chose faite, et nous sommes combatifs et pour que dimanche prochain, il y ait une mobilisation encore plus forte. On entend cette voix positive que vous portez, mais malgré tout, arriver derrière celui qui n'était pas dans le duo de tête, dans les sondages jusqu'ici, qui avait très peu de pourcents dans les premières semaines, dans les tout premiers sondages au début de cette campagne, ça reste quand même difficile, on l'imagine, à accepter pour l'ancien Premier ministre. Non, d'ailleurs, vous l'avez vu, il est très combattant et il est déterminé jusqu'au deuxième tour. Je reviens sur ce que vous disiez sur les sondages. Moi, je suis toujours très prudente et d'ailleurs, nous l'avons été tout au long de cet exercice de primaire parce que nous ne savons pas ce que sont les électeurs, nous ne savons pas qui allait se mobiliser dans cette primaire. Nous avions, y compris bien en tête, que les dynamiques de campagne allaient se créer au fur et à mesure dans une campagne aussi courte. Donc tout ça, si vous voulez, ça nous amenait à savoir qu'on était en position de challenger. Après, est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons que l'arithmétique politique suffirait demain à la victoire de Benoît Hamon? Non. Nous pensons que d'abord nous avons ouvert un deuxième temps de campagne hier soir et que il faut de nouveau convaincre et aller sur le fond des propositions. Vous savez, Manuel Valls a consacré quand même tous les regards et tous les tirs, j'ai envie de dire, dans ce premier tour. Maintenant, ça va être projet contre projet. Le projet porté par Benoît Hamon et le projet de Manuel Valls pour l'avenir de la gauche et de la France. Frédéric Dabi, je vous voyais sourciller sur cette question des sondages, des projections. Évidemment, on ne cesse de le répéter avec ces erreurs, ces candidats qu'on n'a pas vu venir. François Fillon, à droite, notamment. On qualifie Benoît Hamon aujourd'hui de Fillon de la gauche, c'est juste? On n'est pas là pour faire le débat d'arrière de droite, mais les instituts en général et l'IFOP en particulier ont vu la dynamique de François Fillon. Les derniers commentaires avant le vote, c'était... Dans un laps de temps très restreint, parce qu'il y a eu des dynamiques très fortes et une forte volatilité. L'IFOP, pour la primaire socialiste, a pris le parti de ne pas réaliser d'enquête d'intention de vote, car le corps électoral était trop petit. Pour autant, il n'y a pas que les enquêtes d'intention de vote, il y a toute une série d'indicateurs qui attestaient d'une dynamique en faveur de Benoît Hamon. Prenons le dernière enquête de popularité IFOP fiduciale pour Match, où on voyait Arnaud Montebourg en tête auprès de l'ensemble des Français, mais la dynamique chez les sympathisants socialistes, plus 16 points, venait de la part des électeurs et des sympathisants socialistes pour Benoît Hamon. Une enquête publiée hier dans le JDD sur l'image comparée des principaux prétendants à la primaire. Manuel Valls, très très largement, capitalisait sur
l'exercice du pouvoir et sa présidentialité. Il était très nettement devant à gauche et au PS sur la stature présidentielle, sur la capacité à réformer. En revanche, Benoît Hamon devançait nettement tous les autres candidats. Notons qu'Arnaud Montebourg était à aucun moment premier ou deuxième. Benoît Hamon arrivait en tête sur sa sensibilité et sa compréhension des problèmes des Français, ce qui est une sorte d'illustration en filigrane de sa campagne réussie. C'est là ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce n'est pas une surprise que Manuel Valls finalement arrive second derrière Benoît Hamon. Je n'ai pas dit ça. On a bien vu pendant cette campagne, notamment pendant les débats, qu'il y avait 2 candidats qui s'étaient détachés. Manuel Valls, parce qu'il a plutôt réussi ces débats et il s'est désembourbé de son début de campagne plutôt jugé poussif et pas très très cohérent par rapport à son exercice du pouvoir. Et puis Benoît Hamon, qui lui a concentré, et là je fais le parallèle avec François Fillon, qui a irrigué de ces différentes thématiques le revenu universel, mais aussi le 49.3 citoyen, toute une série de thématiques qui ont irrigué les débats. Et à contrario, Arnaud Montebourg, sauf peut-être lors du 3e débat où il a plutôt boxé, entre guillemets, Benoît Hamon sur le revenu universel, Arnaud Montebourg est apparu très en dedans. Pascal Cherki, vous qui êtes un soutien de Benoît Hamon, vous êtes d'accord avec ça à ses débuts, on ne le prenait pas au sérieux comme on le prend aujourd'hui, Benoît Hamon. Ça, je vous le confirme, oui. Mais nous avons toujours fait l'analyse qui était la suivante, c'est de dire qu'une élection, ça se gagne en pour, pas en contre, et que c'était une démarche de conviction. Donc c'est pour ça qu'on a été très serein tout au long de la campagne, parce que soit la cohérence et le projet qu'on a exposé rencontraient un écho, il y aurait ça pourrait aller grandissant, soit on était complètement passé à côté du sujet, et on serait fait balayer. Bon. Donc je dirais le moment de vérité pour nous n'était pas le débat avec les autres candidats. Nous, on a toujours dit qu'on n'avait pas d'adversaire dans cette primaire. C'était la rencontre avec les électeurs et les électrices de gauche. Pourquoi ? Je m'explique. C'est qu'à partir du moment où François Hollande se retire, la primaire change de nature. François Hollande aurait été présent, le débat aurait été principalement concentré sur le projet. D'ailleurs, sur le quinquennat, le bilan. C'est d'ailleurs ce à quoi se préparait Arnaud Montebourg, d'une certaine manière. À partir du moment où François Hollande n'est pas là, lui-même tourne la page du quinquennat. Il indique qu'il faut écrire une nouvelle page. Et donc la question qui est posée, c'est plus la projection vers l'avenir. C'est pas tellement de savoir pourquoi la gauche a échoué. La non-candidature d'Hollande, d'une certaine manière, signifie un échec. Alors, à quel degré, nous, on a essayé d'avoir une analyse lucide et objective. On a dit que c'était pas globalement indéfendable, que c'était inachevé, qu'il y avait des éléments, d'ailleurs, qu'on défendait parce qu'on les avait portés collectivement. Mais que la question qui était posée, pas simplement à nous, mais à toute la gauche, c'est maintenant quelle nouvelle page elle écrit. Voilà. Et donc, il fallait se projeter court, moyen et long terme, avec derrière une question très importante, qui était la question du rassemblement de la gauche à venir. Parce que c'est peut-être, on y viendra après, on va y revenir, diviser, effectivement, sur le rassemblement quelles que soient ses idées, la gauche s'impuissante, rassembler, elle peut beaucoup. Et donc, c'est porté par cette analyse que nous avons fait, que nous avons essayé de livrer un chemin, tout en ayant l'honnêteté de dire que nous n'avions pas la vérité, mais un chemin, et dans une démarche de conviction. Bon, donc nous étions très sereins. Soit nous étions passés complètement. Vous étiez très serein. On a quand même vu les partisans de Benoît Hamon hier soir, avec effectivement très heureux en apprenant le résultat, mais aussi surpris quand même. Le score, il est considérable. Parce que vous savez, nous on a beaucoup d'humilité dans notre démarche. Je le dis, je le revendique positivement. C'est quand même une responsabilité de vouloir à un moment donné prétendre représenter dans un premier temps une grande partie des électeurs de la primaire, nous sommes arrivés en tête, et demain, espérer les représenter une majorité d'entre eux et de devenir le candidat porté par cette dynamique de la primaire, dont la responsabilité sera de travailler avec les autres forces de la gauche et les autres candidats pour essayer de construire un rassemblement commun. Donc c'est une tâche qui est importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur dans notre démarche, mais il y a de l'humilité. Moi, je ne crois pas qu'on se construise une stature par la grandiloquence ou la posture. Voilà. La politique demande un rapport d'humilité, ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions, d'être déterminé et de le faire. Non, pas du tout. Non, alors là, vraiment pas. C'est pour vous expliquer pourquoi on était comme ça. Je veux dire, on est dans cette... Bon, c'est notre marque de fabrique. Alors, d'aucuns pourront dire, vous n'êtes pas présidentiel, vous n'êtes pas celui-là. C'est pas grave. Nous, là, vous on avance pensez à quelqu'un comme ça. En disant cela. Je vais citer les mots de Manuel Valls, puisque vous n'allez pas droit au but. Hier Non, soir, après l'annonce de ces résultats, ce sont ces mots. Un choix très clair se présente désormais à nous, à vous. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables. Une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Mais d'abord... là, il y a une opposition qui je vais revenir sur la question de l'humilité. Je veux dire, quand vous êtes deuxième,
vous essayez de convaincre que vous pouvez être premier, mais vous ne pérorez pas. Vous ne commencez pas par dire à celui qui est devant vous, de toute manière, avec toi, on va perdre. Parce que pour l'instant, la démonstration qu'on a fait, c'est qu'on est quand même plus capable que lui de gagner. Bon, pour l'instant, ce qui ne veut pas dire que c'est assuré. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu humble. Bon, ça, c'est la première chose. Et répondre à ma question sur deuxièmement, moi, je ne suis pas dans la caricature. Je m'explique. Je ne considère pas qu'avec Manuel Valls, c'est la défaite assurée. Voilà. Je peux avoir des désaccords avec lui. Lui, visiblement, le pense. Mais oui, mais je pense qu'il fait une faute. Je dis encore une fois, une campagne ne se construit pas en contre. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles je peux être en désaccord avec ce qu'il raconte, avec ce qu'il a pu faire. Il y a des choses avec lesquelles je peux être en accord. Bon, et d'ailleurs, ça vous surprendra peut-être, mais par exemple, sur les questions de sécurité, je n'ai pas de désaccord majeur avec ce que raconte Manuel Valls. Nous avons des programmes extrêmement convergents sur ces questions-là. Donc, je n'ai pas de problème. Vous êtes issus du même parti. En même temps, on espère qu'il y a des points de convergence. Donc je ne suis pas, et je termine là-dessus, je ne suis pas dans la diabolisation des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Marie-Ève Malouine, avant de vous redonner la parole. Je ne suis pas dans le bien, le mal, dans la défaite assurée ou la victoire certaine. Et je pense en plus que c'est comment dirais-je, ça passe auprès de nos électeurs pour une manière immature de faire de la politique actuellement. Moi, c'est un conseil que je donne, et on a cessé de le dire dans toute la campagne, parce que nous avons le souci du rassemblement, qu'on se préoccupe plus de défendre ses propres convictions et de convaincre sur ses propres projets, plutôt que de passer son temps à expliquer pourquoi l'autre a tort. Voilà. Nous avons passé notre temps à expliquer pourquoi nous pensions que nous avions des choses nouvelles à apporter. S'il vous plaît, Marie-Ève Malouine, j'aimerais avoir votre position à vous. Comment vous l'avez vécu, vous, cette soirée électorale? Surprise, pas surprise? Les réactions des uns et des autres, je citais Manuel Valls. Je pense que ce qu'on entend là est assez révélateur de la façon dont s'est déroulée cette primaire. Il y a vraiment deux lectures de la primaire. Est-ce que la primaire de gauche sert à désigner un candidat à la présidentielle qui peut gagner, ou est-ce qu'elle sert à désigner quelqu'un qui prépare l'avenir, le rassemblement, et donc la gauche pour après la présidentielle? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a certains qui le disent, il y a une anticipation chez les électeurs de Benoît Hamon de la défaite, et donc à ce moment-là, ils veulent perdre avec les honneurs pour reconstruire. Et ça se focalise sur le revenu universel. J'ai rencontré, moi je ne fais pas de sondage, mais en tant que journaliste politique, je rencontre des gens et j'essaie de sentir à l'intuition. Le revenu universel, ils ne sont pas totalement convaincus qu'il soit applicable, mais ils ont envie d'y croire, ils ont envie que la gauche porte ce genre de mesures. Et c'est vraiment, je pense, le distinguo qu'il y a dans cette primaire au résultat d'hier. La seule erreur de Manuel Valls, c'est qu'il tient ce discours maintenant pour le second tour, alors qu'il aurait dû le tenir durant la campagne du premier tour, sachant que le PS et les candidats de cette primaire, au-delà du PS avec les radicaux et Jean-Luc Benamias et François de Rugy, il y a quand même Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Donc on ne peut pas dire le candidat désigné par le PS va être le candidat qui va arrêter en tête, parce qu'à côté, il y a et Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et ceux-là sont totalement absents du discours de cette primaire. Elsa Di Meo, sur cette prise de parole hier soir de votre candidat Manuel Valls. Il y a deux choses. Il n'a pas fait une erreur. On peut réécrire la campagne des primaires, mais Manuel Valls a quand même été l'objet de tous les tirs croisés de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg. Réécrire mais sur cette nouvelle ligne offensive qu'il a engagée hier soir. C'est important parce que j'y viens. Il n'a pas pu développer l'ensemble de ses propositions, par exemple sur le revenu décent, sur l'augmentation de 10% des petites retraites, sur le service civique pour les jeunes qui sont par ailleurs, là je prends l'exemple du service civique, des points d'accord qu'il a pu avoir dans le débat avec Arnaud Montebourg. Et donc il s'est retrouvé dans une position uniquement sur la défensive, avec, vous pouvez le nier, mais la volonté de la part de certains anciens frondeurs, j'aime pas le mot, et je ne vous réduis pas à ça, mais uniquement de regarder dans le rétroviseur et absolument pas d'être dans la campagne qui s'avance. Oui, il y avait la volonté d'être dans la préparation de la gauche de l'après, et c'est dans ce sens-là où Manuel Valls a expliqué hier soir que pour lui, ce n'était pas la question de comment la gauche se positionnait dans une optique de défaite, mais comment la gauche parlait au pays pour faire en sorte de déjouer les pronostics du premier tour de la présidentielle. C'est ça qui va se jouer dans l'entre-deux tours. Et pour lui aujourd'hui, si Benoît Hamon l'emporte dimanche prochain, c'est pied d'avance, il n'a aucune chance de l'emporter. C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que pour lui, les options qui sont sur la table ne parlent pas au pays et parlent le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Excusez-moi, je pense pas qu'il y ait différentes interprétations possibles. Parle un peu trop à l'entre-soi uniquement de la famille socialiste, et qu'aujourd'hui, on voit bien que la nature du débat dans le pays, ce n'est pas de repenser l'ensemble du rapport au travail. Ce n'est pas, comme le dit Benoît Hamon, de penser que 47% des emplois vont être supprimés, donc il faut abandonner le travail. Nous pensons que aujourd'hui,
la gauche c'est écrit dans votre programme, la gauche a besoin à la fois de parler au pays, de continuer à apporter un certain nombre de réponses en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes y compris de cohésion sociale, et qu'on ne peut pas tout réduire à une seule et unique proposition dont Benoît Hamon a fait une espèce de marque de fabrique dans cette élection. Vous voulez peut-être répondre, je vous donne... Non, mais bon, d'abord, on a fait beaucoup de propositions. Nous sommes pour la hausse du SMIC, la hausse des minima sociaux, nous l'avons annoncé, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, l'abrogation de la loi travail, et je peux en dérouler un certain nombre d'entre eux, la reconnaissance du burn-out. Et le tout, ça fait quoi? Parce que le revenu universel, c'est 350 milliards. Si on rajoute bout à bout l'augmentation du SMIC, etc. coûte moins que la généralisation du service civique. Bon, donc, mais ça, on pourra en discuter donc, sur le chiffrage. C'est 350 milliards plus la hausse du SMIC. Non, mais... Non, mais on est dans le débat du projet. La revalorisation du point d'indice des fonctionnaires coûte moins en charge annuelle que la hausse du service civique. 350 milliards sur le revenu universel, c'est plus que les comptes de l'État. Je vais te répondre sur le revenu universel. Je ne t'ai pas interrompu. Non, mais c'est un peu de débat. Mais le débat, c'est de s'écouter, de se répondre, c'est pas de se couper la parole. Mais apporte-nous des réponses sur le financement. Mais si tu me laisses parler, je peux t'en apporter. Pascal Cherki, c'est une critique qui est faite. Mais nous avons toujours dit, nous, sur le revenu universel, que c'était un processus. Donc moi, je sais faire beaucoup de choses. Sauf de répondre à des questions qui ne me sont pas posées. Nous avons dit qu'il y aurait plusieurs phases. Dans le quinquennat qui vient, si nous gagnons l'élection présidentielle, la phase qui sera mise en œuvre sera 1. L'augmentation de 10% des minima sociaux pour porter ces minima sociaux à 600 € par mois. 2. La généralisation de ces minima sociaux à tous les ayants droit, puisqu'aujourd'hui nous avons un tiers des personnes qui n'y ont pas accès, alors qu'il pourrait y avoir potentiellement accès, parce qu'il faut le demander. Et ça pose des problèmes de précarité à un certain nombre de personnes que nous voulons essayer de combattre. Troisièmement, leur extension à l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans. C'est ce que nous ferons dans ce quinquennat. Nous ouvrirons une conférence sociale. Nous engagerons des négociations pour préparer la deuxième étape qui commencera dans ce quinquennat du début de généralisation de ce revenu universel, sinon n'est pas universel, à une partie des salariés. Et la troisième étape, c'est la généralisation à tout le monde, et à Madame Bettencourt, puisque c'est un reproche qu'on nous a fait, elle aura lieu beaucoup plus tard. On l'a toujours dit, c'est un processus. On ne bascule pas plusieurs points de PIB. Mais la généralisation à Madame Bettencourt, c'est un processus que vous souhaitez. Mais elle n'a pas... Attends, ça je termine. On n'a jamais dit qu'on ferait toute la bascule du revenu universel dans le quinquennat. Premier élément. Donc ça, on le sait, c'est un processus dont la montée en puissance va prendre du temps. Et pourquoi? Parce que le revenu universel, il n'est pas là pour satisfaire tout de suite des besoins immédiats de l'ensemble de la population à court terme. Il est une anticipation. Frédéric Dabi, une anticipation d'une évolution de la protection sociale qui nous apparaît nécessaire par rapport aux mutations du travail. S'il vous plaît, Frédéric Dabi, pour clore cette première partie, cette question du revenu universel, la moitié du revenu universel dans le premier quinquennat, avec tout le reste. Elsa Dimio, excusez-moi, Frédéric Dabi, on va clore cette première partie. Cette question du revenu universel, elle fait débat sur le plateau, mais elle fait débat aussi au sein de la société française. Tant mieux. C'est une vraie question qui posait l'idée. Elle est noble, il y a beaucoup d'incertitudes autour de cela, même du côté des sympathisants de gauche, même vous le disiez tout à l'heure, pour ceux qui ont voté Benoît Hamon dimanche dernier. Il y a une vraie division, parce que c'est quelque chose qui a été au cœur de cette campagne, mais qui n'est pas bien perçu dans ses contours par l'ensemble des Français. Je reviendrai sur les débats qu'on vient d'entendre, je n'ai pas à me prononcer, mais on peut voir peut-être un effet pervers, ce n'est pas peut-être le bon mot, mais on se souvient des mots entre François Hollande et Martine Aubry entre les deux tours, d'Alain Juppé, très fortement distancé par François Fillon. Manuel Valls, en difficulté, n'est absolument pas dans cette situation, donnant des arguments aux adversaires de la droite et du centre après la primaire. D'un côté, nous avons, et c'est aussi un enseignement de cet objet primaire, qui n'est absolument plus l'OPNI, cet objet politique non identifié, qu'on voyait, mais qui est de plus en plus, dans un contexte où, parallèlement, la légitimité, la crédibilité des partis s'effondre, qui est devenu maintenant un objet dont les Français se sont emparés. Les 1,5 million, 1,6 million, je n'ai pas à juger. C'est plutôt un très bon chiffre compte tenu de l'état du Parti socialiste depuis le début du quinquennat de François Hollande. Mais on voit que les campagnes de second tour entre des personnes du même camp peuvent laisser des traces indélébiles quand il y a Macron d'un côté. On va y revenir dans un instant. On va marquer une courte pause avec cette question qui va être posée, évidemment. La primaire, une machine à perdre ou pas? C'est l'enjeu de demain. Mes invités continuent à débattre. C'est l'idée. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant.